Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi, une vidéo par jour pendant 30 jours pendant que je suis au Royaume-Uni et en Irlande. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la taille du capteur parce qu'on m'a posé comme question dans les commentaires de la première vidéo, est-ce que tu préfères l'APS-C ou le full frame et voilà, quel est ton avis là-dessus, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu. Alors tout d'abord, quand on parle de taille du capteur, je voudrais être bien clair pour ceux qui connaissent peut-être pas la notion, on ne parle pas de taille en mégapixels, c'est-à-dire on ne parle pas d'un capteur de 12 mégapixels, 22 mégapixels, c'est pas ça la taille du capteur, ça c'est sa définition. La taille du capteur, c'est sa taille physique, c'est-à-dire vraiment la taille que fait le capteur photographique de votre appareil photo. Alors, il y a en gros plusieurs familles de tailles de capteurs. Alors, il y a le capteur le plus grand qu'on trouve sur les appareils courants, même s'il en existe des plus grands, mais sur les appareils vraiment très très professionnels que vous n'aurez sans doute jamais l'occasion d'utiliser. Le capteur le plus grand qu'on trouve, c'est ce qu'on appelle le full frame ou plein format, qui est d'un format de 24 x 36 mm, qui est le même que celui de la pellicule argentique 35 mm, qui était utilisé assez couramment avant que le numérique arrive et chamboule un petit peu tout. Donc, vous avez ce format plein format qui est basé sur donc, la pellicule argentique, et ensuite vous avez un format qu'on appelle le format APS-C, qui est un format un peu plus petit, en fait, qui a une diagonale, donc la diagonale du capteur, qui est 1,5-1,6 fois plus petite que celle d'un full frame. Donc c'est-à-dire qu'il est vraiment, il est nettement plus petit, mais ça reste quand même un capteur d'une assez grande taille. Vous avez ensuite les micro 4 tiers, qui ont une diagonale 2 fois plus petite que le plein format, et puis vous avez toute une série de petits capteurs qui sont vraiment nettement plus petits, hein. On est de l'ordre de 5-6 fois la diagonale d'un full frame, 5-6 fois moins évidemment, et qui sont principalement sur les bridges et les compacts, donc la plupart d'entre eux, sauf exception, parce qu'il commence à y avoir des bridges et des compacts à grands capteurs qui arrivent pour vous compliquer un petit peu plus la tâche encore. Alors, quelles sont les différences? Est-ce qu'un grand capteur c'est mieux et pourquoi? Alors, un grand capteur, d'une manière générale, à génération égale en tout cas, ça va vous apporter une qualité d'image qui sera un peu meilleure. Je ne vais pas rentrer dans le détail des photosites dans cette vidéo parce que c'est un petit peu compliqué, vous n'avez peut-être pas besoin de le savoir aujourd'hui, ce n'est pas l'information principale on va dire, mais pour faire simple, chaque petit photosite sur l'appareil photo qui capte un pixel, en fait, c'est lui qui capte la lumière d'un pixel, va être plus grand sur les capteurs grand format en général, là encore il y a des exceptions, que sur un capteur avec un plus petit format. Donc ça va en gros donner une meilleure qualité d'image, ça va capter plus de lumière. Alors, les différences de qualité d'image entre les trois formats que je viens de vous citer, donc full frame, APS-C, micro 4 tiers, elles sont sensibles, c'est-à-dire qu'elles se voient un peu si on s'y connaît, mais elles sont quand même très raisonnables. Les différences ne sont pas gigantesques non plus, en particulier si vous photographiez avec une sensibilité ISO qui est plutôt basse, hein, donc avec de la lumière qui est suffisante en général, vous n'allez pas trop voir la différence de rendu, sauf peut-être sur des tirages très très grand format, et encore, voilà, enfin, quand même y aller fort pour voir la différence de rendu, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire aujourd'hui en post-traitement pour ajouter un petit peu de netteté éventuellement, et améliorer pas mal la qualité d'image. Donc le rendu, on peut voir la différence, je vais expliquer après dans quelles circonstances aussi, mais il n'y a pas non plus de différence gigantesque. Alors la seconde différence principale, c'est celle de la longueur focale apparente. Alors la longueur focale, qu'est-ce que c'est? C'est le zoom en millimètres en fait, hein. Quand vous avez 50 mm sur votre appareil photo, vous avez tel cadrage. Si vous avez 200 mm, vous voyez beaucoup plus loin, donc c'est plus zoomé, mais par contre vous avez une plus faible portion de l'image. Et à l'inverse, si vous avez une focale plus large, donc par exemple 20 mm, eh bien, vous allez voir les choses moins grandes dans l'image, mais avec un champ de vision qui sera plus large. Donc ça c'est la longueur focale. Alors la longueur focale apparente va changer selon la taille du capteur. Donc pour faire très simple, elle est multipliée par le facteur de conversion que j'ai donné avant. Donc souvenez-vous, hein, la diagonale d'un APS-C c'est 1,5 fois plus petit qu'un full frame, et celle d'un micro 4 tiers 2 fois plus petit. Donc c'est multiplié par ça. Alors concrètement dans les faits, qu'est-ce que ça donne? Si vous prenez un même objectif 50 mm par exemple, donc vous prenez le même, vous le montez sur un objectif full frame, il va donc cadrer comme un 50 mm, il va cadrer comme ça. Si vous montez cet objectif 50 mm sur un APS-C, il va cadrer comme un 50 x 1,5, c'est-à-dire 75 mm. Donc il va cadrer plutôt comme ça. Et si vous le montez sur un micro 4 tiers, il va cadrer comme un 50 x 2 égale 100 mm, il va cadrer plutôt comme ça. Donc quand vous allez mettre une focale réelle, donc la focale réelle de l'objectif, qui est juste une propriété optique de l'objectif, eh bien, quand vous allez la mettre sur un capteur plus petit, ça va en fait créer
l'impression d'une focale plus longue, donc une espèce de zoom plus important finalement. Donc c'est important seulement si vous voulez changer de format de capteur, donc par exemple vous passez des réflexes APS-C à un réflexe full frame, mais gardez les mêmes objectifs, parce que là vous allez avoir une différence de rendu à votre 50 mm avant qui faisait peut-être une bonne focale pour du portrait sur la APS-C, sur le full frame peut-être que ça va un petit peu vous inciter à vous rapprocher de vos sujets et donc à déformer un petit peu les traits du visage. Donc ça peut être important, mais dans le reste des cas, vous n'avez pas trop à vous en préoccuper, il suffit de choisir l'objectif le mieux adapté pour vos besoins, comme j'explique dans un article sur mon blog et dans mon livre notamment. Alors, sachez aussi qu'il y a des objectifs qui sont conçus spécifiquement pour les réflexes APS-C et qui ne sont pas compatibles avec les appareils full frame. Donc il faut quand même faire attention à ça. Par contre, l'inverse n'est pas vrai, puisque tous les objectifs qui sont compatibles avec un réflexe full frame le seront aussi avec un réflexe APS-C. Donc pour les détails, je vous renvoie à mon article de choix d'un objectif où j'explique un petit peu plus ça en détail. Alors, une autre conséquence de la taille du capteur, c'est un changement dans la profondeur de champ. C'est-à-dire qu'à paramètres égaux, donc il y a plusieurs paramètres qui influencent la profondeur de champ. Pour faire simple, la distance au sujet, la longueur focale et l'ouverture utilisée. Eh bien, la profondeur de champ elle va être moins importante si vous avez un capteur plus grand, c'est-à-dire que vous allez avoir plus de flou d'arrière-plan. Donc le flou d'arrière-plan, c'est ce que vous voyez là. J'ai un arrière-plan derrière moi qui est flou et moi je suis net. Donc ça, c'est une faible profondeur de champ. Eh bien, plus le capteur va être grand, plus vous allez avoir une faible profondeur de champ à paramètres égaux. Alors, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient? Eh bien, ça dépend des situations. En gros, vous allez avoir plus de facilité à faire ce flou d'arrière-plan avec un grand capteur, donc ça peut être bien pour du portrait par exemple. Mais par contre, si vous voulez avoir une grande profondeur de champ, donc une image qui soit nette partout, eh bien vous allez devoir fermer plus l'objectif. Donc vous allez avoir moins de lumière aussi, ça peut aussi être un handicap. Donc ça dépend vraiment de ce que vous faites et c'est pas forcément toujours tout blanc, tout noir. On va dire que la faible profondeur de champ du grand capteur n'est pas forcément toujours, on va dire, si indispensable et si importante pour vous. Et c'est pas forcément la panacée, puisque parfois vous allez devoir fermer plus le diaphragme pour avoir la profondeur de champ que vous voulez. Donc ça dépend un petit peu de votre pratique photo. Alors en gros, la différence c'est quoi? Eh bien c'est plus ou moins un diaphragme complet, donc il y a une échelle de diaphragme qui existe. En gros, f1.4 c'est 2 fois plus ouvert que f2, lui-même 2 fois plus ouvert que f2.8, f4, f5.6, f8, f11, f16, f22. Échelle que vous pouvez retrouver sur le blog dans un lien que je mettrai en dessous de la vidéo. Et donc en gros c'est un diaphragme complet. Donc pour faire très simple, si vous voulez avoir, par exemple vous avez une profondeur de champ sur un full frame à f4. Donc dans telles conditions, vous avez telle profondeur de champ à f4. Si vous voulez avoir la même profondeur de champ avec un réflexe APS-C, en gros il va falloir ouvrir un f2.8 et sur un micro 4 tiers, encore un diaphragme de plus, donc f2 à peu près. Donc en gros, c'est la différence qu'il va y avoir. C'est évidemment grossier, parce que ça dépend un peu plus de la situation que ça, mais c'est pour vous donner une petite idée. Alors, on m'a demandé un petit peu aussi dans la même question qui m'a inspiré cette vidéo, mon opinion personnelle dessus, qu'est-ce que je préfère. Alors moi j'utilise les trois formats, et les trois formats sont tout à fait suffisants pour l'extrême majorité des usages de la photographie amateur. Les capteurs plus petits, je n'aime pas personnellement parce que ça ne me donne pas la possibilité de faire des faibles profondeurs de champ, et en plus de ça, c'est un petit peu handicapant en basse lumière parce que souvent ça crée du bruit assez rapidement, mais ces trois formats sont tout à fait suffisants. Alors il y a effectivement avec les capteurs full frame un très joli modelé à faible profondeur de champ, vous avez vraiment une transition qui est très très jolie, mais le full frame c'est aussi nettement plus cher et nettement plus encombrant. Donc ça n'a pas forcément que des avantages. Alors en concert ou en portrait, j'utilise le full frame et la PSC pour tirer parti des capacités en basse lumière et du joli modelé à faible profondeur de champ, parce que c'est un rendu qui me plaît. Et en voyage, je fais un petit peu l'inverse finalement. Je prends un micro 4 tiers pour tirer parti de la compacité, parce que comme le capteur est plus petit, en général l'appareil est plus petit et les objectifs aussi. Donc c'est un système qui est beaucoup plus compact, comme j'ai pu vous en parler dans la vidéo sur ce que j'emmène en voyage dans mon sac. Et j'ai des objectifs à très grande ouverture pour mon micro 4 tiers, pour un petit peu pallier le manque de faible profondeur de champ, pour compenser ce petit handicap, parce que comme la profondeur de champ est un petit peu plus importante, eh bien, en ayant un objectif avec une plus grande ouverture, on compense un petit peu ce handicap, donc ça me permet quand même de pouvoir faire des jolis modelés si j'en ai envie.
Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les différentes tailles de capteurs. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à poser des questions complémentaires dans les commentaires en dessous de la vidéo. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur je n'aime pas. Et si vous souhaitez voir les prochaines vidéos de cette série, eh bien cliquez sur le petit bouton en haut à droite pour vous abonner à la chaîne YouTube. Et d'ici là, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.